Ils ont frappé un enfant. Contribution à la connaissance de la genèse des perversions sexuelles. Sigmund Freud. Ils ont frappé un enfant. Contribution à la connaissance de la genèse des perversions sexuelles. Le fantasme de voir un enfant se faire battre est avoué avec une fréquence surprenante par des personnes venues en cure psychanalytique pour une cure d'hystérie ou de névrose obsessionnelle, et surgit probablement encore plus fréquemment chez d'autres qui n'ont pas été poussés à de telles une décision par maladie manifeste. Des sensations agréables sont liées à ce fantasme, et à cause desquelles il s'est reproduit à l'infini ou continue de l'être. Au terme de la situation imaginée, une satisfaction sexuelle de nature onanistique est régulièrement imposée au sujet, volontaire au début, mais qui peut ensuite devenir obsessionnelle. L'aveu de ce fantasme coûte au sujet une grande violence, le souvenir de sa première émergence est très précaire, et son investigation analytique rencontre une résistance indubitable. La honte et la culpabilité semblent opérer beaucoup plus fortement ici que dans des confessions similaires sur les premiers souvenirs de la vie sexuelle. Nous avons finalement réussi à établir que les premiers fantasmes de ce genre sont apparus très tôt, bien sûr, avant la période scolaire, vers 5 ou 6 années. Lorsque l'enfant a vu d'autres être battus à l'école, cet événement a réveillé le fantasme dans les cas où il avait déjà été abandonné, ou l'a intensifié quand il n'existait pas encore, en modifiant singulièrement son contenu. À partir d'ici, ils ont battu beaucoup d'enfants. L'influence de l'école était si évidente que les patients étaient initialement enclins à rapporter leur fantasme de fouet exclusivement à cette impression de leur jour d'école après l'âge de 6 ans. Mais cette hypothèse n'a jamais pu être retenue, puisqu'il a toujours été démontré que de tels fantasmes avaient déjà existé auparavant. Lorsque, dans les classes plus avancées de l'école, la possibilité de ces événements a cessé, leur influence a été remplacée par celle des lectures. Au milieu où mes patients vivaient, c'étaient toujours les mêmes livres accessibles aux jeunes qui avaient fourni de nouveaux éléments à leur fantasme de flagellation, la soi-disant rock librairie, la case de l'oncle Tom, etc. En concurrence avec ces récits, la propre activité imaginative de l'enfant a commencé à inventer un grand nombre de situations et d'institutions dans lesquelles les enfants étaient maltraités ou punis d'une manière ou d'une autre pour leur inconduite ou leur vice. Étant donné que le fantasme de voir un enfant se faire battre était régulièrement lié à un plaisir accru et aboutissait à un acte de gratification auto-érotique agréable, on aurait pu s'attendre à ce que le fait de voir un autre enfant se faire punir à l'école ait également été une source de plaisir analogue. Mais cela ne s'est jamais produit. La fréquentation de scènes réelles de ce genre provoquait chez le jeune spectateur des sentiments singulièrement tumultueux et probablement mixte, dans lequel il y avait une grande part de répulsion. Dans certains cas, l'assistance réelle à la punition était intolérable pour le sujet. Pour le reste, même dans les fantasmes les plus raffinés des années ultérieures, il était nécessaire que l'enfant puni ne subisse aucun préjudice sérieux. Il faut se demander quelle relation peut exister entre le sens de ces fantasmes et corrections corporelles effectivement reçues par l'enfant dans son éducation familiale. Le soupçon qu'il s'agissait d'une relation inverse n'a pas pu être vérifié en raison du caractère unilatéral du matériau. Les personnes qui ont fourni la matière de ces analyses n'ont été que très rarement battues dans leur enfance, et elles n'ont jamais été des individus relevés à coups de poing, bien que, naturellement, elles n'aient pas manqué de vérifier la supériorité physique de leurs parents ou éducateurs et veuille-t-on pris part aux bagarres, qui ne manquent jamais, entre frères ou camarades de jeu. Dans ces fantasmes plus anciens et plus simples, qui n'avaient aucun rapport ni directement avec les impressions scolaires ni avec les lectures de l'enfant, l'enquête a cherché à approfondir ses connaissances. Qui était l'enfant maltraité? Le sujet du fantasme lui-même ou un enfant différent? Et qui était celui qui maltraitait l'enfant? Une personne majeure. Et puis, quelle personne était-ce? Ou l'enfant s'est-il imaginé être lui-même celui qui en frappait un autre? Toutes ces questions ont reçu la même réponse bourrue, je ne sais pas. Ils ont battu un enfant. Les enquêtes concernant le sexe de l'enfant maltraité ont eu plus de succès.
bien qu'il ne nous ait pas non plus rapprochés de la compréhension. La réponse était parfois toujours les garçons, ou toujours les filles, et plus fréquemment je ne sais pas, ou c'est pareil. Ce qui intéressait l'enquêteur, c'est-à-dire la découverte d'une relation constante entre le sexe du sujet du fantasme et celui de l'enfant abusé, n'est jamais revenu. Parfois, un détail caractéristique a été ajouté au contenu du fantasme, comme le garçon battu sur ses fesses nues. Dans ces circonstances, il ne pouvait même pas être décidé si le plaisir concomitant au fantasme de fouet était de nature sadique ou masochiste. Un tel fantasme, apparu dès la petite enfance, peut être stimulé par les impressions fortuites, puis retenues pour la satisfaction auto-érotique, devaient être considérées par l'analyse comme un signe primaire de perversion. L'une des composantes de la fonction sexuelle aurait anticipé les autres dans l'évolution, serait devenue prématurément indépendante et figée, échappant ainsi au processus évolutif ultérieur et témoignant d'une constitution anormale particulière de l'individu correspondant. On sait qu'une telle perversion infantile ne persiste pas nécessairement tout au long de la vie, puisqu'elle peut alors succomber au refoulement, être remplacée par un produit de réaction ou transmutée par sublimation. Bien que peut-être ce qui se passe est que la sublimation est née d'un processus spécial, entravé par le refoulement. Mais lorsque ces processus ne se développent pas, la perversion persiste dans la vie adulte, et lors de la vérification chez un individu d'une aberration sexuelle perversion, fétichisme, inversion, nous nous attendrons à juste titre à découvrir, grâce à une enquête amnésique, un événement de l'enfance qui a provoqué une fixation. Déjà avant l'époque de la psychanalyse, il y a eu des observateurs, comme Binet, qui ont rapporté les aberrations singulières de l'âge mûr à de telles impressions. Enfant, et précisément à ceux reçus par le sujet dès l'âge de 5 ou 6 ans. Mais l'investigation de ces observateurs aboutit au fait déconcertant que les impressions provoquant la fixation étaient dépourvues de toute force traumatique, apparaissant pour la plupart insignifiantes, sans qu'il soit possible de dire pourquoi la tendance sexuelle s'était fixée précisément sur elles. Cependant, on pouvait essayer de trouver son sens dans le fait qu'il avait offert une occasion fortuite de fixation aux composantes sexuelles anticipées, et il était à supposer que l'enchaînement fortuit présenterait à un moment donné une fin provisoire. Précisément, la constitution congénitale semblait remplir toutes les conditions requises à cet effet. Si la composante sexuelle prématurément indépendante est la composante sadique, nous devons nous attendre, sur la base de notre expérience analytique, à ce que son refoulement ultérieur donne lieu à une disposition à la névrose obsessionnelle. On ne peut pas dire que cette hypothèse ait été controversée par les résultats de l'enquête. Parmi les 6 cas sur lesquels l'étude minutieuse nous fonde ce travail, 4 femmes et 2 hommes, il y avait, en effet, des cas de névrose obsessionnelle, l'un très grave, un autre moins grave, accessible à l'influence analytique, et enfin, un troisième, qu'au moins elle montrait quelques traits précis d'une telle névrose. Un 4e cas était une hystérie franche, avec des symptômes douloureux et des inhibitions, et le 5e était un individu venu en analyse uniquement en raison d'une certaine indécision sur la vie et qui n'avait pas été classé par le diagnostic clinique général ou simplement inclus, entre autres, le psychasthénique. Nous ne devons pas considérer que cette statistique déçoit nos espoirs, puisque, d'une part, nous savons que toutes les dispositions ne continueront pas à se développer jusqu'à la maladie, et d'autre part, il nous suffira d'expliquer ce que nous trouvons devant nous, sans entrer dans l'explication à tout aussi pourquoi cela ne s'est pas produit. Jusqu'à ce point, et seulement jusqu'à ce point, nos connaissances actuelles nous permettent de pénétrer dans la compréhension des fantasmes de flagellation. Mais l'analyste médical doit soupçonner que le problème n'est pas résolu en reconnaissant que de tels fantasmes restent généralement étrangers au contenu restant de la névrose et ne trouvent pas de place appropriée pour s'y insérer. En réalité, on ne peut parler de psychanalyse correcte que lorsque le travail psychanalytique a réussi à supprimer l'amnésie qui cache à l'adulte la connaissance de sa vie d'enfant entre 2 et 5 ans. Cela ne peut pas être dit trop fort ou trop répété parmi les analystes. Les raisons pour ignorer cet avertissement sont facilement compréhensibles. Tout le monde aimerait obtenir des résultats utilisables en peu de temps et avec peu d'efforts.
Mais aujourd'hui, la connaissance théorique est bien plus importante pour nous tout que la réussite thérapeutique, et ceux qui négligent l'analyse de l'enfance tomberont dans de graves erreurs. Cette accentuation de l'importance des expériences précoces ne signifie pas que l'on sous-estime l'influence des expériences ultérieures. Mais celles-ci sont déjà estimées et décrites par le patient lui-même, tandis que les infantiles doivent être recherchées et rendues à leur véritable signification par le médecin. La période infantile qui s'étend entre 2 et 4 ans. Or le 5 ans est celui où les facteurs libidineux congénitaux s'éveillent et sont liés à certains complexes par les vécus du sujet. Les fantasmes de flagellation étudiés ici ne sont montrés qu'à la fin de cette période ou après. Il pourrait donc très bien avoir une préhistoire, avoir subi une évolution et correspondre à un aboutissement et non à un début. Cette hypothèse est confirmée par l'analyse. Son application cohérente nous enseigne que les fantasmes de flagellation ont une histoire évolutive très compliquée, dans la trajectoire de laquelle presque tous ces éléments varient plus d'une fois, sa relation avec le sujet, son objet, son contenu et sa signification. Pour suivre plus facilement ces transformations des fantasmes de flagellation, je me bornerai à exposer les observations faites chez des sujets féminins, prédominant dans le matériel dont je dispose, 4 cas féminins et 2 cas masculins. Mais, en plus, les fantasmes de flagellation des hommes sont liés à un autre sujet que nous ne voudrions pas aborder dans cet ouvrage. Dans notre exposé, nous nous garderons aussi de schématiser plus que l'inévitable. Bien que de nouvelles observations ultérieures nous montrent une plus grande diversité dans les faits, nous sommes sûrs d'avoir appréhendé un événement typique non inhabituel. Ainsi, la première phase des fantasmes de flagellation chez les sujets féminins doit correspondre à une période très précoce de l'enfance. Dans de tels fantasmes, il y a quelque chose qu'elle reste singulièrement indéterminée, comme si elle était complètement indifférente. Le peu d'informations que nous obtenons des patients dans leur première histoire, ils ont battu un enfant, semble donc justifié. Mais, d'un autre côté, il y a autre chose qui peut être déterminée en toute certitude et toujours dans le même sens. L'enfant maltraité n'est jamais le sujet lui-même mais un autre, généralement un frère ou une sœur plus jeune, quand il en a. Mais puisqu'il peut s'agir d'un frère ou d'une sœur, ce détail ne révèle pas une relation constante entre le sexe du sujet et celui du protagoniste de son fantasme. Celle-ci n'est donc sûrement pas de nature masochiste et nous serions enclins à la considérer comme de nature sadique si nous ne faisions pas attention au fait que le sujet lui-même n'est pas celui qui maltraite l'enfant dans le fantasme. La personnalité de l'auteur du maltraité n'apparaît pas clairement définie au premier abord. Nous découvrons seulement que ce n'est pas un autre enfant, mais un adulte. Dans cette personne adulte indéterminée, il nous est alors possible de reconnaître sans équivoque le père de la fille. Ainsi cette première phase du fantasme de fouet peut être décrite en disant que le père bat l'enfant. Nous révélerons déjà une grande partie du contenu auquel nous nous référerons plus tard, en substituant cette description à la suivante, le père frappe l'enfant que je déteste. D'un autre côté, on peut hésiter à reconnaître également le caractère fantasmatique de cette étape préliminaire du fantasme ultérieur de flagellation. Peut-être s'agit-il davantage de souvenirs liés à des événements de ce genre dont le sujet a été témoin dans sa petite enfance, ou de désirs qui ont surgi dans son esprit à diverses occasions. Mais ces doutes sont sans importance. Entre cette première phase et la suivante, de grandes transformations s'opèrent. La personne qui frappe l'enfant reste la même, mais l'enfant maltraité est un autre, généralement le sujet infantile du fantasme, qui provoque déjà un haut niveau de plaisir et reçoit un contenu important, dont la dérivation nous occupera plus tard. Sa description sera désormais la suivante, je suis battu par mon père. Il a donc un caractère masochiste incontestable. Cette deuxième phase est la plus importante de toutes. Mais dans un sens, nous pouvons dire qu'il n'a jamais eu d'existence réelle. Il n'est jamais rappelé et n'a jamais eu accès à la conscience. C'est une construction de l'analyse, mais cela ne cesse de constituer une nécessité. La troisième phase est à nouveau similaire à la première. Votre description n'est pas
déjà connu à partir des informations, préalablement consignées, des patients. La personne qui frappe n'est jamais celle du père, il reste indéterminé, comme dans la première phase, ou typiquement représenté par un substitut paternel, l'enseignant. La personne même du sujet du fantasme n'apparaît plus dans le fantasme. Aux questions du médecin, les malades opposent l'ignorance absolue ou se bornent à déclarer qu'il leur semble qu'il apparaisse dans le fantasme en simple spectateur. Dans les fantasmes des filles, ce sont majoritairement les garçons qui sont battus, mais le sujet ne peut pas les identifier individuellement. La situation primitive du fantasme, simple et monotone, peut subir de nombreuses variantes, et la flagellation elle-même peut être remplacée par des châtiments et des humiliations d'un autre genre. Mais le caractère essentiel par lequel même les fantasmes les plus simples de cette phase diffèrent de ceux de la première et qui fondent leur rapport avec la phase médiane est le suivant: le fantasme est maintenant le support d'une excitation sexuelle intense, incontestablement sexuelle, et provoque, comme telle satisfaction onanistique. Mais c'est justement cela qui est énigmatique: quel est le changement par lequel ce fantasme, déjà de nature sadique, dans lequel des enfants inconnus sont maltraités, vient à devenir, dès cette phase, un élément persistant de la tendance libidineuse de la fille. Nous ne nous cachons pas que la relation et la succession des trois phases de ce fantasme ainsi que toutes ses autres particularités continuent de nous être incompréhensibles. Si nous conduisons l'analyse à travers ces périodes précoces où se situe le fantasme de flagellation lorsqu'il est rappelé par les patients, nous vérifions que la fille était dans la dite période sous l'influence des stimuli émanant de son complexe parental. La jeune fille apparaît, à cette période, tendrement attachée au père, qui a probablement tout fait pour provoquer cette fixation, semant ainsi les germes d'une attitude hostile à l'égard de la mère, attitude qui persistera à côté d'une tendance affectueuse déjà celle qui peut être réservée pour devenir plus intense et plus clairement consciente au fil des années ou pour provoquer, par réaction, une adhésion amoureuse exagérée à la personnalité maternelle. Mais le fantasme de la flagellation n'est pas lié à la relation entre la fille et la mère. Dans la famille, il y a d'autres enfants, un peu plus âgés ou plus jeunes, que le sujet n'aime pas, pour diverses raisons, mais surtout parce que il doit partager avec eux l'amour de ses parents, les rejetant donc de lui-même, avec l'énergie sauvage typique de la vie sentimentale de cet âge. Quand il s'agit d'une surcadette, comme dans 3 de mes 4 cas, le sujet la méprise autant qu'il la déteste, mais elle doit être témoin de la façon dont elle attire cet excès de tendresse que les parents ont toujours pour leur plus jeune enfant. Il comprend parfaitement que frapper quelqu'un, même sans le blesser, signifie un refus d'affection et une humiliation. Ainsi sont nombreux les enfants qui croyaient posséder l'amour inébranlable de leurs parents et qu'un seul coup les fait tomber des hauteurs de leur toute-puissance imaginée. L'idée que le père bat cet enfant détesté sera donc très plaisante et surgira indépendamment du fait d'avoir été témoin ou non d'un tel événement. Une telle idée signifierait: le père ne veut pas de cet autre enfant, il ne veut que moi. Tel est donc le contenu et le sens du fantasme de la flagellation dans sa première phase. Le fantasme satisfait clairement la jalousie du garçon et dépend directement de sa vie érotique, mais il est aussi fortement soutenu par ses intérêts égoïstes. On ne peut donc pas se résoudre à le considérer comme purement sexuel, ni oser le qualifier résolument de sadique. Les caractères sur lesquels nous avons l'habitude de fonder nos différenciations s'estompent à mesure que nous nous rapprochons de leur origine. Ainsi, on peut paraphraser la prédiction des 3 sûrs du destin à Benko et dire à propos de ces fantasmes: ils ne sont certainement pas sexuels, ils ne sont pas sadiques non plus, mais ils sont l'étoffe dont les deux choses sortiront dans ce qui est à venir. En revanche, rien ne laisse soupçonner que cette première phase du fantasme provoque déjà une excitation qu'il faut dériver dans un acte onanistique. Dans ce choix prématuré de l'objet de l'amour incestueux, il atteint clairement la vie sexuelle de l'enfant, le degré d'organisation génitale, circonstance certes plus facile à constater chez les garçons, mais qui ne peut pas non plus susciter de grands doutes chez les filles. La tendance libidineuse infantile apparaît, en effet, dominée par une suspicion de fin sexuelle ultérieure, définitive et normale.
On peut se demander avec étonnement la cause d'une telle singularité, mais il faut accepter comme preuve le fait que les organes génitaux commencent déjà leur intervention dans le processus d'excitation à ce moment. Le désir d'avoir un enfant avec la mère ne manque jamais chez le garçon, et le désir de concevoir un enfant du père est constant chez les filles, tout cela malgré une incapacité totale à concevoir le chemin qui peut mener à la réalisation de tels désirs. L'enfant semble soupçonner que les organes génitaux y jouent un rôle, bien que son activité d'investigation puisse rechercher l'essence de l'intimité proposée entre les parents dans d'autres relations différentes, comme dormir ensemble, uriner en même temps, etc. Représentation plus facile appréhendée dans des concepts verbaux que l'obscur soupçon concernant les organes génitaux. Mais le temps ne tarde pas à venir où ces bourgeons sexuels précoces sont flétris. Aucun de ces béguins incestueux n'échappe à la fatalité du refoulement. Ils y succombent, soit à des occasions extérieures facilement vérifiables, qui provoquent des déceptions, offenses imprévues, naissance d'un petit frère, infidélité considérée, etc., soit pour des raisons internes, soit simplement pour. Faites-vous attendre trop longtemps pour l'accomplissement du souhait. Mais, bien sûr, la cause efficiente n'est à chercher dans rien de tout cela, puisqu'il est à supposer que de telles relations amoureuses sont vouées à succomber un jour, sans pouvoir dire à quoi. Très probablement, ils meurent simplement parce que leur temps s'est écoulé et parce que les enfants entrent dans une nouvelle phase d'évolution, dans laquelle ils sont contraints de répéter le refoulement du choix d'objets incestueux dans l'histoire de l'humanité, comme auparavant. Un tel choix d'objet, souvenez-vous du destin dans le mythe d'Oedipe. Ce qui persiste dans l'inconscient comme résultat psychique de pulsions érotiques incestueuses n'est pas saisi par la conscience de la nouvelle phase, et ce qui est déjà devenu conscient est à nouveau expulsé de la conscience. Simultanément à ce processus de refoulement, surgit une conscience de culpabilité, également d'origine inconnue, mais sans doute liée à ces désirs incestueux et justifiée par leur persistance dans l'inconscient. Le fantasme de l'ère érotique incestueuse disait, il, le père, n'aime que moi et pas l'autre enfant, puisqu'il le frappe. La conscience de culpabilité ne trouve pas peine plus dure que l'investigation de ce triomphe, non, il ne t'aime pas, il te frappe. Ainsi, le fantasme de la seconde phase, où le sujet lui-même est maltraité par le père, devient une expression directe de la conscience de culpabilité, à laquelle succombe alors l'amour du père. Il est donc devenu masochiste. Autant que je sache, c'est un fait constant, la conscience de culpabilité est toujours le facteur qui transforme le sadisme en masochisme. Mais ce n'est certainement pas tout le contenu du masochisme. La conscience de culpabilité ne peut être le seul élément efficace, il doit partager le domaine avec les tendances érotiques. Rappelons qu'il s'agit d'enfants chez qui la composante sadique a pu émerger prématurément et isolément, pour des raisons constitutionnelles. Il ne faut pas abandonner ce point de vue, précisément chez ces enfants une régression vers l'organisation sadique anale prégénitale de la vie sexuelle est grandement facilitée. Lorsque l'organisation génitale à peine achevée succombe au refoulement, la seule conséquence n'est pas que tous les éléments psychiques représentatifs de l'amour incestueux deviennent ou restent inconscients. Il arrive aussi que la même organisation génitale connaisse un malheur régressif. L'idée, père même, avait un sens génital, la régression le transforme en ceci, le père me frappe, je suis frappé par le père. 7. Être frappé, constitue une confluence de la conscience de culpabilité avec l'érotisme, elle n'est pas seulement la punition du rapport génital interdit, mais aussi sa substitution régressive, et de cette dernière source elle puise l'excitation libidineuse, qui dès lors lui reste attachée et va chercher une décharge dans les actes onaniques. Mais c'est déjà l'essence du masochisme. Le fantasme de deuxième phase, où le sujet est battu par le père. Elle reste, en général, inconsciente, probablement en raison de l'intensité du refoulement. Je ne peux pas indiquer pourquoi dans l'un de mes 6 cas, un homme, on s'en souvenait consciemment. Cet homme, déjà en pleine maturité, avait clairement gardé dans sa conscience le souvenir d'avoir utilisé la représentation d'être battu par sa mère à des fins masturbatoires, bien que cette dernière ait été rapidement remplacée.
dans de tels fantasmes par les mères de certains de ses camarades de classe ou par toute autre femme qui lui présentait une certaine ressemblance. Il ne faut pas oublier que lorsque les fantasmes incestueux des garçons se transforment en fantasmes masochistes correspondants, un renversement s'opère plus que chez les filles, renversement consistant en la substitution de la passivité à l'activité, et que ce degré plus élevé de distorsion peut peut-être éviter de fantasmer la permanence de l'inconscience ou l'effet du refoulement. Pour la conscience de culpabilité, l'agressivité aurait donc suffi à la place du refoulement. Dans les cas féminins, la conscience de culpabilité, peut-être plus exigeante, ne se serait satisfaite que de l'action conjointe des deux processus. Dans 2 de mes 4 cas féminins, le fantasme de fouet masochiste. Il constituait la base de toute une série de rêves diurnes, très importants dans la vie des intéressés, auxquels correspondait la fonction de rendre possible un sentiment d'excitation satisfaite, voire de renoncer à l'acte onanistique. Dans l'un de ces cas, le fantasme d'être battu par le père pouvait encore risquer d'émerger dans la conscience, à condition que le moi lui-même apparaisse méconnaissable déguisé. Le héros de ces histoires était régulièrement maltraité par le père, et plus tard seulement puni, humilié, etc. Nous répéterons cependant que le fantasme reste généralement inconscient et doit être reconstruit dans l'analyse. Cela donne peut-être raison aux patients qui veulent se rappeler que l'onanisme est né en eux avant le fantasme de flagellation de la 3e phase, dont nous allons traiter tout de suite. Ce fantasme se serait plus tard ajouté à l'onanisme, peut-être sous l'influence de scènes scolaires. Autant de fois que nous avons donné foi à cette information, nous avons été enclins à supposer que l'onanisme était initialement sous le règne du fantasme inconscient, remplacé plus tard par le fantasme conscient. Comme une telle substitution, nous interprétons donc le fantasme de flagellation du 3e phase, c'est-à-dire sa structure définitive, dans laquelle le sujet imaginatif infantile apparaît, tout au plus, comme spectateur, gardant le père en lui, mais représenté par la personne d'un enseignant ou de tout autre supérieur. Le fantasme, désormais analogue à celui de la première phase, semble avoir repris un caractère sadique. Il nous semble que dans cette phase, le père bat l'autre enfant et n'aime personne d'autre que moi, l'accent s'est estompé sur la première partie, après que la seconde ait succombé au refoulement. Mais seule la forme de ce fantasme est sadique, la satisfaction extraite d'elle est masochiste, sa signification est qu'il a pris la charge libidinale dans la partie refoulée, et avec elle aussi le sentiment de culpabilité qu'Anka tient au contenu. Tous les enfants inconnus battus par l'enseignant ne sont que des substituts de la personne elle-même. Ici aussi, pour la première fois quelque chose comme un enregistrement du sexe de personnages fantastiques. Les enfants battus sont presque toujours des garçons, dans les fantasmes des garçons comme des filles. Cette particularité ne s'explique bien entendu pas par une éventuelle compétition entre les sexes, puisque dans les fantasmes des garçons seraient des filles maltraitées, cela n'a rien à voir non plus avec le sexe du garçon détesté dans la première phase, mais indique plutôt le développement d'un processus compliqué chez les filles. Lorsqu'ils s'éloignent de leur amour incestueux génital pour leur père, ils rompent généralement facilement avec leur féminité, ravivent leur complexe de masculinité, vanophuigicène, et nourrissent désormais le désir d'être un garçon. Ainsi, les enfants sont aussi les représentants de leur propre personne dans les fantasmes. Dans les 2 cas de rêverie évoqués ci-dessus, les protagonistes étaient toujours des hommes jeunes, et aucune femme n'apparaissait au départ dans de telles créations, mais seulement après de nombreuses années et en tant que personnage secondaire. J'espère avoir exposé mes résultats d'analyse avec suffisamment de détails. Je n'ai qu'à ajouter que les 6 cas mentionnés ne constituent pas tout mon matériel, puisque j'ai, comme d'autres analystes, un nombre beaucoup plus grand de cas, moins soigneusement étudiés. Ces observations peuvent être utilisées dans différents secteurs, et surtout pour des investigations sur la genèse des pronostics, notamment le masochisme, et pour l'étude de l'intervention de la différence sexuelle dans la dynamique de la névrose. Le premier résultat de notre étude renvoie à la genèse des perversions. Nous n'avons pas à modifier notre hypothèse, qui accorde ici le maximum d'importance à l'intensification constitutionnelle ou à l'anticipation d'une composante.
sexuelle, mais ce n'est pas tout dit. La perversion n'apparaît plus isolée dans la vie sexuelle de l'enfant, mais est accueillie dans l'ensemble des processus évolutifs typiques, pour ne pas dire normaux, que nous connaissons déjà. Il reste lié à l'amour incestueux objectivé de l'enfant avec son complexe d'Oedipe, il surgit pour la première fois à partir de ce complexe, et sa disparition subsiste comme un reste, souvent le seul, de celui-ci, comme héritier de sa charge libidineuse et support de la conscience de culpabilité qui s'y rattache. Enfin, la constitution sexuelle anormale a montré son énergie en imposant une orientation particulière au complexe d'Oedipe et en le forçant à subsister dans un phénomène résiduel inhabituel. Comme on le sait, la perversion infantile peut être à la base du développement de une perversion de même sens, qui persiste tout au long de l'existence du sujet et dévore complètement sa vie sexuelle ou, au contraire, peut être interrompue et rester en arrière-plan d'un développement sexuel normal, auquel elle privera, de toute façon, une certaine quantité d'énergie. Le premier cas était déjà connu dans la période préanalytique, mais le fossé entre les deux a été presque entièrement obscurci par l'investigation analytique de ces perversions à part entière. Fin. Ils ont frappé un enfant. Contribution à la connaissance de la genèse des perversions sexuelles. Sigmund Freud.